Le vent glacial mordait le petit visage d'Émilie alors qu'elle se penchait sur les 2 paquets dans ses bras, son corps frêle de 5 ans, servant de seule barrière contre la tempête de neige implacable. Ses doigts, déjà violets de froid, ajustaient obsessionnellement les fines couvertures autour des jumeaux nouveau-nés, qui dormaient sans se douter du danger qui les entourait. « Chut, tout ira bien », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les bébés, sa voix tremblant autant que son corps. « Émilie est là. Émilie ne laissera rien de mal vous arriver. » La route qui s'étendait devant elle semblait infinie, disparaissant dans le rideau blanc de la neige qui tombait sans pitié. Derrière elle, à des kilomètres, se trouvait l'orphelinat Sainte-Catherine, où, quelques heures plus tôt, elle avait pris la décision la plus courageuse et la plus désespérée de sa courte vie. 4 heures plus tôt, les pleurs doux de l'un des jumeaux résonnaient dans le couloir sombre de l'orphelinat. Émilie, qui ne pouvait dormir, observait de la fenêtre de la chambre commune la neige commencer à tomber. Son cœur s'emballa lorsqu'elle entendit la voix dure de Madame Peterson dans le couloir. Demain matin, à la 1re heure, ils seront envoyés dans des foyers différents. C'est tout arrangé. La fillette se sentit comme si on lui avait donné un coup de poing dans le ventre. Séparer les jumeaux, ses petits frères qu'elle avait promis de protéger. Les paroles de sa mère, la dernière fois qu'elle l'avait vue, résonnaient dans son esprit. « Prends soin d'eux, Émilie. Vous devez rester ensemble, quoi qu'il arrive. » Avec une détermination qui semblait bien trop grande pour sa petite carrure, Émilie attendit que le silence s'installe dans l'orphelinat. Pieds nus, elle se déplaça comme un fantôme à travers les couloirs qu'elle connaissait si bien, arrivant à la nurserie où dormaient les jumeaux. Soigneusement, elle les enveloppa dans les couvertures les plus épaisses qu'elle put trouver et, en portant un dans chaque bras, se dirigea vers la porte de derrière, celle que les cuisinières oubliaient toujours de verrouiller. Présent. Émilie chancela, ses genoux cédant un instant avant qu'elle ne retrouve l'équilibre. Depuis combien de temps n'avait-elle pas mangé? Le morceau de pain qu'elle avait glissé dans la poche de son vieux manteau avant de s'enfuir était fini depuis des heures. L'un des jumeaux, Lucas, pensa-t-elle, bien qu'il fût difficile d'en être sûre, se mit à gémir. Le son lui serra le cœur. Ils avaient besoin de lait, de chaleur, d'un endroit sûr. Mais où aller? Où fuir quand le monde entier semblait froid et hostile? L'obscurité commençait à s'installer, transformant le paysage blanc en ombre menaçante. Émilie savait que la nuit était sa plus grande ennemie. Dans le noir, le froid devenait plus cruel, et les bruits. Les bruits semblaient porter toutes les peurs qu'elle essayait si courageusement de repousser. « Maman » murmura-t-elle, une larme gelant sur sa joue. « Aide-moi à les protéger. J'ai promis que je prendrais soin d'eux, mais j'ai si peur. » Un hurlement lointain lui glaça le sang. Des loups? Non, probablement des chiens, mais cela signifiait que quelqu'un de l'orphelinat pourrait être à leur recherche. Rassemblant ses dernières ânes force, Émilie se traîna hors de la route, trouvant un abri précaire sous un arbre aux branches basses. Là, essayant d'utiliser son propre corps comme bouclier contre le vent, elle se mit à chanter doucement la même berceuse que sa mère lui chantait. Brille, brille, petite étoile. Sa voix n'était qu'un murmure tremblant dans la nuit qui approchait, mais c'était tout ce qu'elle pouvait offrir à ses frères, en plus de son amour désespéré et de sa détermination inébranlable à les garder ensemble. Alors que les ombres s'allongeaient et que le froid lui mordait les os, Émilie maintenait sa veille solitaire, une petite gardienne de 5 ans faisant face à un monde trop grand, trop froid, mais refusant d'abandonner. Le son lointain d'un moteur déchira le silence de la nuit tombante. Émilie se serra plus près de l'arbre, étreignant fermement les jumeaux. Était-ce de l'aide ou un danger qui approchait sur la route verglacée? Son petit cœur battait comme un tambour alors qu'elle attendait, piégée entre la peur et un faible espoir. Le moteur de la Tesla Model S vrombissait silencieusement, tandis que Michel Chen conduisait sur la route déserte, les flocons de neige dansant hypnotiquement dans les faisceaux des phares. Le GPS avait suggéré cet itinéraire comme un raccourci pour rentrer à Paris après sa dernière réunion d'affaires à Lyon. Mais maintenant,
avec la tempête de neige qui s'intensifiait, il commençait à douter de la sagesse de ce choix. L'intérieur luxueux de la voiture était silencieux, à l'exception du jazz doux diffusé par le système audio haut de gamme. C'était le genre de moment qui permettait habituellement à Michel d'organiser ses pensées après une longue journée de négociations. Mais ce soir, son esprit était agité, errant dans des endroits qu'il évitait généralement. À 32 ans, Michel était le genre de personne que les médias aimaient transformer en titre, le prodige de la tech, le plus jeune milliardaire de Sophia Antipolis, de l'enfant placé à PDG. Des titres qu'il avait appris à ignorer, même si chacun portait un fragment de vérité qui le tenait parfois éveillé la nuit. Sa dernière réunion avait été particulièrement difficile. L'acquisition d'une start-up prometteuse en intelligence artificielle était presque garantie lorsqu'un des investisseurs avait soulevé la question de son âge. « N'êtes-vous pas trop jeune pour diriger une fusion de cette envergure ?» La question, bien que poliment formulée, portait le même préjugé auquel il était confronté depuis la création de sa première entreprise à 23 ans. Michel ajusta le chauffage de la voiture, ses doigts tapotant le volant en cuir, tandis qu'un souvenir involontaire le ramenait 25 ans en arrière. Il avait 7 ans, assis dans une salle d'attente froide des services sociaux, ses jambes se balançant car elles n'atteignaient pas le sol. L'odeur de désinfectant bon marché était encore vive dans sa mémoire, tout comme le son d'un ventilateur cassé qui cliquetait dans le coin de la pièce. « Tu as de la chance, Michel », avait dit l'assistante sociale, ajustant ses lunettes à monture épaisse tout en organisant une pile de papier. « Les Chen veulent te donner un foyer permanent. Chanceux. C'est ainsi que tout le monde le décrivait. Mais il n'avait jamais pu cesser de penser à la famille qu'il n'avait jamais connue. Les Chen avaient été merveilleux, bien sûr. David Chen, un professeur de mathématiques à l'université, et Linda Chen, une pédiatre, lui avaient donné bien plus qu'un toit et de la nourriture. Ils lui avaient donné de l'amour, une éducation et des opportunités. Ce sont eux qui avaient remarqué son don pour les chiffres et la technologie, l'avaient encouragé à explorer son potentiel et avaient célébré chaque réussite comme si c'était la leur. Mais malgré tout, même avec tout l'amour et le succès, il y avait des moments comme celui-ci, seul sur une route enneigée, où les questions revenaient. Qui étaient ses parents biologiques? Avait-il des frères et sœurs quelque part? Pourquoi avait-il été abandonné? Un mouvement soudain sur le bord de la route tira Michel de ses souvenirs. Au début, cela semblait être une illusion créée par la chute de neige de plus en plus forte, mais ses yeux, entraînés pour le détail, les mêmes qui l'avaient aidé à construire un empire technologique, ne s'y trompèrent pas. Il y avait quelque chose, ou quelqu'un, là. Il ralentit, les pneus neige glissant en douceur sur l'asphalte verglacé. Ce qu'il vit lui arrêta le cœur un instant. Un petit enfant, recroquevillé comme s'il portait quelque chose de précieux, pratiquement enseveli sous la neige qui s'accumulait rapidement. « Mon Dieu !» murmura Michel, arrêtant immédiatement la voiture, les feux de détresse clignotant contre le paysage blanc. Le vent mordant le frappa dès qu'il ouvrit la portière, lui rappelant qu'il ne portait que son costume Armani sur mesure à 3 000 € de Paris. Peu importe. Ses pas furent rapides et déterminés alors qu'il s'approchait de la petite silhouette, la neige craquant sous ses chaussures italiennes qui n'étaient définitivement pas faites pour cette situation. « Hé, tout va bien ?» lança-t-il, essayant d'adoucir sa voix pour ne pas effrayer l'enfant. Des années à commander des salles de conférence lui avaient appris le pouvoir du ton, mais en ce moment, il cherchait la douceur, pas l'autorité. La fillette leva le visage, et Michel eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. De grands yeux effrayés le fixaient, son petit visage rouge de froid, les lèvres presque bleues et tremblant de manière incontrôlable. Mais ce qui le choqua vraiment, ce furent les 2 paquets qu'elle tenait de manière protectrice contre sa poitrine. « S'il vous plaît, » chuchota-t-elle, sa voix aussi fragile qu'un flocon de neige, « ne nous séparez pas. » Michel s'agenouilla dans la neige, ignorant le froid qui s'infiltrait à travers son pantalon coûteux et le vent qui fouettait ses cheveux habituellement parfaitement coiffés. Maintenant, il pouvait voir clairement. Elle tenait des bébés,
des nouveau-nés à en juger par leur taille, enveloppés dans des couvertures qui semblaient bien trop minces pour la température actuelle. « Personne ne va vous séparer », répondit-il automatiquement, enlevant son manteau en cachemire et l'enveloppant autour de la fillette et des bébés. « Je le promets. » La promesse lui échappa avant qu'il ne puisse réfléchir, poussé par quelque chose au-delà de la raison, peut-être par le regard dans les yeux de la fillette, qui contenait la même peur et la même détermination qu'il avait souvent vues dans son propre reflet pendant son enfance. C'était le regard de quelqu'un qui avait déjà connu trop de pertes à un jeune âge. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement, tout en vérifiant les signes vitaux des bébés avec les connaissances de base qu'il avait acquises lors de ses innombrables visites à l'hôpital où sa mère adoptive travaillait. À son soulagement, il semblait aller bien, protégé par la chaleur du corps de leur sœur. « Émilie, répondit-elle, ses dents claquant de froid. « Et ce sont mes petits frères. »« Émilie, répéta Michel, essayant de transmettre tout le calme et la sécurité qu'il pouvait dans sa voix. « Je suis Michel. Tu es gelé et ces bébés ont besoin de chaleur. Ma voiture est juste là. Elle a du chauffage. » Il vit la peur fulgurer dans ses yeux, la méfiance naturelle d'une enfant qui avait appris à ses dépens à ne pas faire confiance aux étrangers. C'était un regard qu'il connaissait bien, celui qu'il avait vu dans le miroir chaque matin pendant ses premiers mois avec les Chen. « Il y a de la nourriture aussi, » ajouta-t-il rapidement, se souvenant du dîner qu'il avait annulé. Des sandwichs gourmands et un thermos de chocolat chaud que son chef personnel avait préparé pour sa fin de soirée de travail. Sandwich, chocolat chaud. La mention de la nourriture fit gargouiller bruyamment le ventre d'Émilie, mais elle hésitait encore, ses bras se resserrant autour des bébés. « Vous n'appellerez pas l'orphelinat ?» Le mot « orphelinat » frappa Michel comme un éclair, ravivant des souvenirs qu'il gardait soigneusement enfouis dans un coin de son esprit. L'odeur de désinfectant, le son des enfants qui pleurent la nuit, la peur constante d'être renvoyé, ou pire, séparé des quelques amis qu'il avait réussi à se faire. Combien de fois avait-il ressenti cette même peur ? « Je ne ferai rien que tu ne veuilles pas, » répondit-il, surpris par sa propre sincérité. Dans son monde d'entreprise, chaque mot était calculé, chaque promesse soigneusement pesée en termes de risques et de bénéfices. Mais ici, dans la neige, face à cet enfant déterminé, toutes ses défenses habituelles semblaient hors de propos. « Mais d'abord, nous devons vous sortir de ce froid. Nous pouvons parler dans la voiture, d'accord ?» Émilie étudia son visage pendant quelques secondes de plus avant de hocher légèrement la tête. Michel résista à l'envie de la prendre dans ses bras. Quelque chose lui disait qu'elle avait besoin de garder le contrôle de la situation, de garder ses frères dans ses propres bras. Au lieu de cela, il se leva lentement et marcha à ses côtés jusqu'à la voiture, prêt à la soutenir si ses jambes flanchaient. L'intérieur chauffé de la Tesla était comme une oasis dans ce désert de glace. Michel mit le chauffage au maximum et, se déplaçant lentement pour ne pas effrayer Émilie, atteignit le compartiment où il gardait les sandwichs. L'arôme de pain frais et de dinde fumée emplit la voiture et il vit les yeux d'Émilie s'écarquiller. « Peux-tu tenir les deux en mangeant ?» demanda-t-il gentiment, remarquant comment ses bras tremblaient. Émilie hocha la tête, mais il était évident que ses petits bras étaient épuisés de porter les jumeaux depuis si longtemps. Michel réalisa qu'il devait gagner sa confiance, petit à petit. « Puis-je en tenir un pendant que tu manges ? Je te promets que je ne lui ferai pas de mal. » Son hésitation était palpable, ses yeux passant du sandwich au bébé. Finalement, la faim et l'épuisement l'emportèrent. Avec une infinie précaution, elle laissa Michel prendre l'un des bébés. Le moment où le petit paquet fut placé dans ses bras sembla surréaliste. Michel, habitué à manipuler des technologies de pointe et à conclure des contrats de plusieurs millions de dollars, tenait maintenant quelque chose d'infiniment plus précieux et délicat. Le bébé s'agita légèrement dans son sommeil et un étrange sentiment de protection l'envahit. « Ce sont des jumeaux », dit Émilie entre deux bouchées de sandwich, ses yeux ne quittant jamais le bébé dans les bras de Michel. « Ils sont nés il y a 2 semaines. Et tu étais à l'orphelinat ?
demanda Michel doucement, ajustant la couverture autour du bébé. Émilie déglutit difficilement, des larmes se formant dans ses yeux. Ils allaient nous séparer demain. J'ai entendu Madame Peterson parler. Il les envoyait dans des familles différentes. Sa voix trembla et elle s'arrêta de manger un instant. J'ai promis à ma maman que je prendrais soin d'eux, promis que je ne laisserais personne nous séparer. Michel sentit quelque chose se briser en lui. Dans son travail, il était connu pour sa capacité à rester calme en toute situation, à analyser des problèmes complexes avec clarté et à trouver des solutions innovantes. Mais face à la lourde promesse de cet enfant, il se sentit à la fois impuissant et déterminé à aider. « Émilie, commença-t-il, choisissant soigneusement ses mots, « toi et les bébés avez besoin de soins médicaux. Ils doivent être examinés, et toi aussi. » La panique revint immédiatement dans ses yeux. « Non, ils appelleront l'orphelinat. Il y a un très bel hôtel à quelques kilomètres d'ici, » dit Michel, une idée prenant forme dans son esprit. Le Grand Hôtel des Alpes. C'est un endroit discret que j'utilise souvent pour des réunions confidentielles. Je connais le propriétaire. Nous pouvons y aller, appeler un médecin discret pour vous examiner, puis nous déciderons quoi faire. Pas d'orphelinat, pas de séparation. Juste pour s'assurer que vous allez bien, d'accord ? Émilie se mordit la lèvre, regardant du bébé dans ses bras à celui que Michel tenait. L'épuisement gagnait clairement, mais il y avait encore de la peur dans ses yeux. « Promis, juré ? Promis que vous ne nous séparerez pas. » Michel croisa son regard, se souvenant de toutes les promesses que les adultes lui avaient faites enfant, certaines tenues, d'autres rompues. Mais quelque chose chez cette fille, dans cette situation, lui donnait envie d'être différent. « Je te le promets, Émilie, et je tiens toujours mes promesses. » Alors qu'il conduisait prudemment à travers la nuit enneigée vers l'hôtel, Michel alternait son attention entre la route et le rétroviseur, où il pouvait voir Émilie succomber enfin à la fatigue, ses yeux luttant pour rester ouverts tout en tenant toujours protecteur l'un des jumeaux. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer sur la console, des dizaines de notifications non lues, de rappels de réunions, de décisions en attente qui nécessitaient son attention. Sophie, son assistante de direction, devait être en pleine crise de panique face à sa soudaine disparition numérique. Michel Chen, le PDG, aurait dû se concentrer sur son empire technologique, sur ses responsabilités d'entreprise. Mais à ce moment-là, conduisant à travers la nuit avec 3 enfants à sa charge, il n'était que Michel, le garçon qui, autrefois, avait aussi eu besoin que quelqu'un tienne ses promesses. Et alors que les flocons de neige continuaient de tomber à l'extérieur, il fit une autre promesse silencieuse. Il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour garder ses 3 enfants ensemble et en sécurité. D'une main sur le volant, il attrapa son téléphone et envoya rapidement un message au Dr James Morrison, un vieil ami de sa mère adoptive, qui travaillait maintenant comme médecin privé pour des clients qui apprécièrent la discrétion. « J'ai besoin de toi au Grand Hôtel des Alpes, dans 1 heure. Urgence médicale. Discrétion maximale, requise. » La réponse arriva presque immédiatement. « J'arrive. » Ensuite, il tapa un autre message, cette fois à Robert Kane, le directeur de l'hôtel. « Préparez la suite présidentielle immédiatement. J'ai besoin d'une intimité absolue. 3 invités spéciaux, 1 enfant et 2 bébés. Vêtements d'enfant, couches, lait maternisé, tout de première qualité. Urgent. Ce sera fait immédiatement, Monsieur Chen. » Michel regarda de nouveau dans le rétroviseur. Émilie s'était enfin endormie, sa petite main agrippant toujours la couverture qui recouvrait son frère. Sur le siège à côté de lui, l'autre jumeau dormait aussi paisiblement dans le berceau improvisé de ses bras. La neige continuait de tomber à l'extérieur, mais l'intérieur de la voiture était chaud et sûr. Michel pensa à toutes les grandes décisions qu'il avait prises dans sa vie. Abandonner l'université pour créer sa première entreprise, tout risquer sur une nouvelle technologie, quand tout le monde disait que c'était de la folie, faire des acquisitions de plusieurs milliards de dollars qui transformaient le marché. Mais aucune ne semblait aussi importante que la décision qu'il prenait maintenant. Les lumières du Grand Hôtel des Alpes commencèrent à briller au loin, comme un phare dans l'obscurité de la nuit. Michel pouvait déjà imaginer les prochaines étapes.
le docteur Morrison examinant discrètement les enfants, des chambres préparées avec tout le confort possible, de nouveaux vêtements chauds, de la nourriture appropriée pour tous. Mais au-delà de cela, pour la première fois depuis des années, Michel Chen, l'homme qui planifiait chaque mouvement avec une précision calculée, improvisait. Et alors qu'il dirigeait la voiture vers l'entrée de l'hôtel, où Robert Quint attendait avec son personnel, le plus discret et le plus fiable, Michel réalisa que l'incertitude de l'avenir ne le dérangeait pas. Ses 3 enfants avaient besoin de lui maintenant, et il serait là pour eux, peu importe ce que cela impliquait. « Bienvenue au Grand Hôtel des Alpes », chuchota-t-il à ses 3 compagnons de voyage endormis, un léger sourire aux lèvres alors qu'ils se garaient. « Je pense que nos vies sont sur le point de changer pour toujours. » Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux de soie de la suite présidentielle du Grand Hôtel des Alpes, projetant des motifs dorés sur le tapis luxueux. Émilie, assise sur une chaise trop grande pour elle, regardait avec émerveillement les jumeaux dormir paisiblement dans 2 berceaux qui avaient été apportés pendant la nuit, après l'examen médical. La veille, lorsque le docteur Morrison leur avait assuré que tout le monde allait bien, ayant juste besoin de repos et d'une bonne nutrition, Émilie s'était enfin permis de se détendre un peu. Le bain chaud, les nouveaux vêtements doux et le lit le plus confortable qu'elle ait jamais connu lui donnaient l'impression d'être entrée dans un conte de fées. Michel, qui avait dormi dans une suite communicante, entra doucement dans la pièce, portant un plateau de petit déjeuner. L'odeur de crêpes, d'œufs et de chocolat chaud fit gargouiller le ventre d'Émilie. « Bonjour !» sourit-il en posant le plateau sur une table voisine. « As-tu bien dormi ?» Émilie hocha la tête, encore un peu timide, mais ne montrant plus la peur de la veille. « Les bébés ont dormi toute la nuit, » rapporta-t-elle fièrement. « Ils ne se sont réveillés que pour manger. » Michel s'assit sur une chaise en face d'elle, regardant la fillette dévorer les crêpes avec appétit. Il était difficile de croire que moins de 24 heures auparavant, il l'avait trouvée presque gelée au bord de la route. « Émilie, » commença-t-il doucement, « te sens-tu prête à me raconter un peu plus comment tu as atterri sur cette route ?» La fillette posa sa fourchette, ses yeux devenant instantanément plus sérieux. C'était impressionnant de voir comment une enfant de 5 ans pouvait paraître si adulte par moments. « Nous étions à l'orphelinat Sainte-Catherine, » commença-t-elle, sa petite voix ferme. « Maman nous a laissés là il y a 1 mois. Elle a beaucoup pleuré, a dit que c'était pour notre bien, qu'elle reviendrait quand elle pourrait. » Émilie fit une pause, jouant avec un morceau de crêpe dans son assiette. Michel attendit patiemment, sachant que certaines histoires ont besoin de leur propre temps pour être racontées. « Hier soir, j'ai entendu Madame Peterson au téléphone. Elle disait qu'elle avait trouvé des familles différentes pour les jumeaux, qu'ils viendraient te les chercher ce matin. » Des larmes commencèrent à se former de nouveau dans ses yeux. « Je ne pouvais pas laisser faire ça, monsieur Michel. Maman m'a fait promettre de nous garder ensemble, quoi qu'il arrive. » Michel se pencha en avant, offrant une serviette à Émilie pour sécher ses larmes. « Tu as été très courageuse, Émilie, et très, très intelligente aussi. Comment as-tu réussi à partir avec les bébés ?» Un petit sourire fier apparut sur son visage. « J'ai toujours fait attention à tout. Je savais que la porte de la cuisine restait déverrouillée, parce que Madame Mary, la cuisinière, sortait fumer la nuit. J'ai attendu que tout le monde dorme et... » Pendant qu'Émilie continuait son histoire, Michel alluma discrètement l'enregistreur de son téléphone. Chaque détail pourrait être important plus tard. De l'autre côté de la ville, dans un bureau élégant au sommet d'un gratte-ciel, Sophie Martin finissait d'écouter les instructions de Michel au téléphone. « Je veux tout, Sophie. Les dossiers de l'orphelinat, l'histoire des enfants, des informations sur la mère, tout ce que tu peux trouver. J'en avais besoin pour hier. » Sophie sourit, tapant déjà sur son ordinateur. Ce n'était pas la première fois que son patron demandait l'impossible, mais c'était la première fois qu'elle l'entendait si investie émotionnellement dans quelque chose. « J'ai déjà commencé, Monsieur Chen. J'ai quelques contacts aux services sociaux qui peuvent aider. Avoir le nom de l'orphelinat aide beaucoup. Je vais me concentrer d'abord sur les dossiers d'admission des 2 derniers mois. » « Excellent. Et Sophie, discrétion maximale.
Personne ne peut savoir que nous enquêtons sur ça. Comme toujours, monsieur. De retour à l'hôtel, Michel regardait Émilie jouer avec les jumeaux. Elle avait improvisé un petit spectacle de marionnettes avec des ours en peluche, fournis par le personnel de l'hôtel, narrant une histoire élaborée pour les bébés qui, bien que trop jeunes pour comprendre, semblaient fascinés par sa voix. Et puis, le grand ours en peluche a promis à papa ours qu'il prendrait soin de ses petits frères et sœurs ours pour toujours, narrait-elle, changeant de voix pour les différents personnages. Michel sentit un pincement au cœur. Comment une si jeune enfant pouvait-elle porter autant de responsabilités? Son téléphone vibra, un message de Sophie. Premier résultat. J'ai trouvé les dossiers d'admission. Émilie Dubois, 5 ans, et les jumeaux Lucas et Liam Dubois, admis il y a 32 jours. Mère, Juliette Dubois, 28 ans. Père, non mentionné. Michel lut le message plusieurs fois. Ils avaient enfin un nom. Juliette Dubois. Mais où était-elle? Pourquoi avait-elle laissé les enfants? Sophie envoya bientôt un autre message. Quelque chose cloche ici, monsieur Chen. Les procédures standards n'ont pas été suivies. Normalement, des bébés si jeunes ne seraient pas acceptés sans une documentation complète. Et il y a des incohérences dans les registres de visite de l'assistante sociale. « Continue de creuser », répondit-il. « Je veux tout savoir sur cet orphelinat. » Un petit cri interrompit ses pensées. L'un des jumeaux s'était réveillé. Avant que Michel ne puisse bouger, Émilie était déjà là, prenant le bébé avec une douceur surprenante pour quelqu'un de si petit. « C'est Lucas », dit-elle avec assurance. Michel ne pouvait toujours pas distinguer les jumeaux, mais Émilie ne se trompait jamais. Il se réveille toujours le premier. Liam dort plus. « Comment en sais-tu autant sur eux, Émilie ?» Son visage redevint sérieux. « Maman m'a tout appris avant de partir. Elle m'a montré comment les tenir, comment savoir quand ils ont faim ou sommeil. » Émilie s'interrompit, son regard se perdant au loin. Michel reconnut cette expression. C'était la même qu'il avait en pensant à son propre passé brumeux. « Tu veux me parler de ta maman ?» demanda-t-il gentiment. Émilie déplaça Lucas dans ses bras avant de répondre. « Elle est jolie. Elle a des cheveux comme moi, mais en plus longs. Et elle nous chantait des chansons tous les soirs. » Sa voix faiblit un peu. Elle était toujours triste, mais elle essayait de sourire pour moi. Elle ne pleurait qu'après avoir pensé que j'étais endormi. Michel sentit son cœur se serrer. Il y avait plus dans cette histoire qu'une simple mère abandonnant ses enfants. Son téléphone vibra de nouveau, plus de messages de Sophie. J'ai trouvé des rapports de police. Juliette Dubois a déposé plusieurs plaintes pour violences conjugales au fil des ans. Toutes retirées par la suite. Marie, Antoine Moreau. Je cherche encore. Les dossiers sont délibérément incomplets. Quelqu'un a essayé d'effacer des informations, mais je suis une piste. Michel regarda Émilie, qui fredonnait maintenant doucement la même berceuse qu'il l'avait entendue chanter sur la route, probablement apprise de sa mère. « Émilie, appela-t-il gentiment, te souviens-tu du dernier jour où tu as vu ta maman ?» La fillette continua de bercer Lucas un moment avant de répondre. Il pleuvait. Maman était différente, plus effrayée que d'habitude. Elle a mis nos affaires dans un sac à dos, m'a embrassé et a dit que c'était juste pour un petit moment, qu'elle reviendrait bientôt. Flashback, il y a 32 jours. La pluie battait contre les fenêtres du petit appartement. Émilie était assise sur son lit, regardant sa mère emballer frénétiquement quelques vêtements dans un vieux sac à dos. « Ma chérie, j'ai besoin que tu sois très courageuse maintenant, » dit Juliette, ses mains tremblant en pliant un petit pyjama. « Tu vas rester dans un endroit sûr pendant un petit moment, juste le temps que maman règle certaines choses. »« Mais je veux rester avec toi, maman, » gémit Émilie, serrant son ours en peluche préféré. Juliette arrêta ce qu'elle faisait et s'agenouilla devant sa fille. Ses yeux étaient rouges, mais elle essaya de sourire. « Émilie, mon amour, tu es la grande sœur maintenant. J'ai besoin que tu me promettes quelque chose de très important. » Émilie hocha la tête solennellement, sentant que c'était un moment spécial. « Promets-moi que tu prendras soin de tes petits frères, que tu ne laisseras personne vous séparer, quoi qu'il arrive. Je le promets, maman. »
Juliette serra sa fille fort dans ses bras, et Émilie sentit des larmes mouiller ses cheveux. « Tu es si forte, ma petite, si forte et si courageuse. » Présent. Et puis elle nous a emmenés à l'orphelinat, termina Émilie son histoire, maintenant avec Lucas, dormant paisiblement dans ses bras. Elle nous a embrassés chacun notre tour et est partie sous la pluie. Michel traita chaque mot, chaque détail. Son téléphone vibra une fois de plus. Urgent. J'ai trouvé un schéma de pot de vin à l'orphelinat. Quelqu'un payait pour que certains enfants soient envoyés à des adresses spécifiques. Les jumeaux étaient sur la liste pour demain. Michel sentit un frisson. Qu'avait-il interrompu exactement en sauvant ses enfants de la route? « Monsieur Michel », la voix d'Émilie le ramena au présent. « Tu penses que maman reviendra ?» Il regarda cette petite fille, si forte et si fragile à la fois, et se promit qu'il trouverait la vérité, quel qu'en soit le coup. « Émilie, je vais te dire un secret, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Quand j'étais petit, à peu près ton âge, j'ai été seul pendant un certain temps aussi. Mais j'ai trouvé des gens qui ont pris soin de moi, qui m'ont aimé et protégé. » Émilie le regarda avec de grands yeux. « Comme tu le fais pour nous ?»« Exactement, » sourit-il, sentant une boule inattendue dans sa gorge. « Et je te promets que je ferai tout ce que je peux pour vous aider, toi et tes frères. Nous trouverons où est ta maman et comprendrons pourquoi elle a dû partir. » Promis? Juré? Émilie leva son auriculaire libre. Michel lia son doigt au sien, sentant le poids de cette promesse simple mais profonde. Promis, juré. À ce moment, Liam se mit à pleurer dans l'autre berceau, comme s'il ne voulait pas être laissé en dehors de ce moment spécial. Émilie rit, un son pur et cristallin qui remplit la pièce de joie. « Tu vois, je t'avais dit que Liam dormait plus. » Michel se leva pour prendre Liam, surpris de voir à quel point il était déjà naturel de s'occuper de ses bébés. Son téléphone vibra de nouveau, mais il décida que cela pouvait attendre. C'était le moment d'être présent, d'être simplement une famille. De l'autre côté de la ville, Sophie Martin continuait son enquête inlassable, ses doigts volant sur le clavier alors que des liens se formaient. Quelque part, Juliette Dubois se cachait, essayant de protéger ses enfants d'un danger qu'elle seule comprenait pleinement. Et Michel Chen, le milliardaire qui avait bâti un empire sur la technologie et l'innovation, découvrit que son plus grand défi, et peut-être sa plus grande récompense, serait d'aider à reconstruire une famille brisée, en commençant par une promesse faite à une petite fille courageuse, un matin ensoleillé au Grand Hôtel des Alpes. La lueur d'un écran d'ordinateur était la seule lumière dans le bureau de Michel Chen lorsque Sophie Martin entra, portant un épais dossier de documents. Il était presque minuit, mais les dernières 72 heures avaient effectivement effacé toute notion normale d'horaire de travail. Depuis que Michel avait sauvé les enfants de cette route verglacée, chaque minute était précieuse dans la course pour comprendre et protéger cette famille qui était entrée de manière inattendue dans sa vie. « Les rapports de police sont arrivés », annonça Sophie, sa voix habituellement stable, trahissant un léger tremblement. En 15 ans de travail comme enquêtrice privée, peu de cas l'avaient autant affectée que celui-ci. Michel leva les yeux de l'écran où il analysait les registres financiers de l'orphelinat Sainte-Catherine. Les cernes sous ses yeux révélaient des nuits blanches, partagées entre réconforter Émilie pendant ses cauchemars et coordonner une enquête de plus en plus complexe. « Qu'as-tu trouvé ?» demanda-t-il, bien que quelque chose dans son expression suggéra qu'il se préparait à de mauvaises nouvelles. Sophie hésita un instant avant d'ouvrir le dossier sur la table. Des photographies, des rapports de police et des documents hospitaliers se déversèrent comme les pièces d'un puzzle dérangeant. Les images lui retournèrent l'estomac. Juliette Dubois apparaissait sur plusieurs photos avec des ecchymoses, des coupures et d'autres signes de violence systématique. Entre janvier 2019 et décembre 2023, il y a eu 17 cas officiels de violence conjugale, commença Sophie, sa voix prenant un ton professionnel qui dissimulait à peine son indignation. Tous impliquant Antoine Moreau, le mari de Juliette. Et tous, absolument tous,
ont été retirés par la suite. Michel prit l'une des photos, ses doigts crispant légèrement le papier. Juliette Dubois avait les mêmes grands yeux expressifs et humides qu'Émilie, bien que sur la photo, ils fussent partiellement enflés par une ecchymose. Pourquoi continuait-elle à retirer les plaintes? C'est un schéma classique dans les cas de violence conjugale, expliqua Sophie, sortant plus de documents du dossier. Menaces, dépendance financière, manipulation psychologique. Mais dans le cas de Moreau, ça va plus loin. Elle étala plus de papier sur la table. Il a des relations puissantes au sein de la police locale. Plusieurs de ses plaintes ont tout simplement disparu des dossiers officiels. Si je n'avais pas de contact aux affaires internes de la police, nous n'aurions pas la moitié de tout ça. Le téléphone de Michel sonna, interrompant l'analyse des documents. C'était Margaret, la nounou de nuit, qui l'avait engagée pour aider avec les enfants. Monsieur Chen, sa voix semblait tendue. Émilie fait un autre cauchemar. Un mauvais. Elle vous appelle. Michel était déjà debout avant même de terminer l'appel. Continue d'enquêter, Sophie. Je veux tous les détails sur cet homme. Où il a grandi, où il a étudié, chaque contravention, chaque facture en retard. Les gens comme lui laissent toujours une trace. Et pour vos propres dossiers d'adoption ? Demanda Sophie, se référant à la demande que Michel avait faite quelques jours plus tôt. Dois-je continuer à suivre cette piste aussi ? Michel s'arrêta sur le seuil, une expression pensive sur son visage. Oui, je ne peux pas l'expliquer, mais depuis que j'ai trouvé ces enfants, je sens qu'il y a quelque chose de plus grand qui se passe. Continue de chercher. À l'hôtel, les cris d'Émilie pouvaient être entendus dès que Michel sortit de l'ascenseur. Son cœur se serra. C'était le pire cauchemar jusqu'à présent. « Non, papa, arrête, maman, non !» Sa voix était de la pure terreur. Michel entra dans la chambre juste à temps pour voir Émilie se débattre dans son lit, des larmes coulant sur son visage, tandis que Margaret essayait sans succès de la calmer. « Émilie, ma chérie, réveille-toi » appela-t-il doucement en s'asseyant au bord du lit. « C'est juste un mauvais rêve. Tu es en sécurité. » Ses yeux s'ouvrirent, désorientés et remplis de peur un instant avant de se concentrer sur Michel. Instantanément, elle se jeta dans ses bras, sanglotant violemment. Il faisait du mal à maman encore, gémit-elle contre sa poitrine. Comme cette nuit-là. Il y avait tellement de sang. Michel la tint de manière protectrice, faisant signe à Margaret de vérifier les jumeaux, qui dormaient miraculeusement encore. Son cœur lui faisait mal de penser à ce que cet enfant avait été témoin dans ses quelques années de vie. « Tu veux me parler du rêve ?» demanda-t-il doucement en lui caressant les cheveux. Émilie se serra plus fort contre lui, comme si elle avait peur qu'il disparaisse. C'était comme cette nuit-là. Papa est rentré en criant, en cassant tout. Ça sentait l'alcool. Maman m'en a dit de me cacher dans le placard avec les bébés, mais je pouvais tout entendre. Elle renifla, sa voix devenant plus petite. Il n'arrêtait pas de crier qu'il nous trouverait, peu importe où maman nous cachait. Michel sentit une vague de colère monter en lui, mais il garda sa voix calme. « Émilie, regarde-moi. » Il attendit que ses yeux effrayés rencontrent les siens. « Ton père ne te fera plus jamais de mal, ni à tes frères, ni à ta maman. » Tu sais pourquoi ? Émilie secoua la tête. « Parce que maintenant, tu m'as. Et je te promets que je te protégerai, quoi qu'il arrive. »« Mais tu ne connais pas mon papa, » chuchota Émilie, la peur évidente dans sa voix. « Il est vraiment fort et vraiment méchant. Et je suis vraiment puissant, » répondit Michel avec un petit sourire. « Plus qu'il ne le sera jamais. » L'un des jumeaux, Lucas, soupçonnait Michel, bien qu'il ait encore du mal à les distinguer, se mit à gémir dans le berceau. Émilie essaya immédiatement de se lever pour aller vers lui, mais Michel la retint doucement. « Laisse-moi m'occuper de lui maintenant, » dit-il. « Tu as besoin que quelqu'un s'occupe de toi aussi, tu sais ?» Émilie le regarda, confuse. Michel sourit doucement. « Émilie, » commença-t-il, choisissant soigneusement ses mots, « il y a quelqu'un de très spécial que je veux que tu rencontres demain. Docteur Sophia. Elle aide les enfants à comprendre leurs sentiments et leurs mauvais rêves. C'est un docteur, un genre spécial de docteur.
Elle nous aide à nous sentir mieux ici. Il toucha légèrement son front, et ici, il toucha son cœur. Émilie considéra l'idée un moment, se mordant la lèvre inférieure d'une manière qui rappela à Michel sa mère sur la photo que Sophie lui avait montrée. « Tu resteras avec moi tout le temps ? Si tu le veux. » Tout en calmant Lucas, Michel regarda Émilie se détendre enfin un peu. Margaret avait apporté une tasse de lait chaud avec du miel, une technique qui fonctionnait bien depuis quelques nuits. « Monsieur Michel ?» appela Émilie après quelques gorgées, sa voix déjà un peu somnolente. « Oui, pourquoi certaines personnes sont-elles méchantes ? Pourquoi mon papa ne pouvait-il pas être gentil comme toi ?» La question frappa Michel comme un coup de poing dans le ventre. Comment expliquer la complexité du mal à une enfant de 5 ans ? Certaines personnes, commença-t-il prudemment, portent tellement de colère et de douleur en elles qu'elles finissent par blesser ceux qui les entourent. Cela n'a rien à voir avec toi, tes frères ou ta maman. La cruauté de ton père est son propre problème, pas le vôtre. Émilie sembla traiter cela en terminant son lait. Mais maman disait toujours que c'était de sa faute quand il se mettait en colère. « Ta maman avait tort, » dit fermement Michel. « Rien de ce que ton père a fait n'est de sa faute, ni de la tienne. Vous êtes des victimes, pas les coupables. » Après qu'Émilie se soit enfin rendormie, Michel trouva Sophie dans le salon de la suite. Elle était entourée d'ordinateurs portables et de documents, travaillant sans relâche. « Comment va-t-elle » demanda Sophie sans quitter l'écran des yeux. « Les cauchemars s'aggravent, » répondit Michel en se versant une tasse de café qui était probablement froid. « Mais le docteur Sophia commence demain. C'est la meilleure thérapeute pour enfants de la ville. »« Monsieur, » dit Sophie, son ton changeant, « j'ai trouvé quelque chose sur Juliette. » Michel s'approcha rapidement de la table. « Qu'est-ce que c'est ? J'ai réussi à la retrouver. » Elle vit sous le nom de Jennifer Williams dans une petite ville appelée Bois-Joli, à environ 3 heures d'ici. Elle travaille comme serveuse dans un restaurant local appelé le Petit Bistrot. Michel prit la photo que Sophie avait obtenue d'une caméra de sécurité. Juliette, Jennifer, portait un uniforme bleu clair, les cheveux en queue de cheval. Elle avait l'air épuisée, mais ses yeux, les yeux d'Émilie, portaient toujours cette détermination caractéristique. « Il y a plus, » continua Sophie, la voix tendue. « Antoine Moreau a été vu à Bois-Joli il y a 3 jours. » Michel sentit son sang se glacer. « L'a-t-il trouvé ? Nous ne sommes pas sûrs, mais nous avons découvert quelque chose de troublant à propos de l'orphelinat. » Sophie ouvrit plus de fichiers sur son ordinateur portable. Moreau a passé des appels réguliers à Sainte-Catherine ces derniers mois. Et ces familles qui devaient adopter les jumeaux. Elles sont fausses. Tout indique qu'il était derrière le plan pour les séparer. Il allait utiliser les bébés pour forcer Juliette à revenir. « Exactement, » conclut Michel, la colère évidente dans sa voix. Et d'après ce que nous avons trouvé dans les registres financiers de l'orphelinat, ce n'est pas la première fois qu'ils sont impliqués dans de tels stratagèmes. Michel commença à faire les 100 pas dans la pièce, son esprit travaillant rapidement. « Augmente la sécurité à l'hôtel. Je veux les meilleures gardes, 24/7. Personne n'entre ou ne sort sans autorisation express. » Il s'arrêta, regardant par la fenêtre les lumières de la ville, et prépare un dossier complet sur Moreau. Chaque détail de sa vie, chaque faiblesse que nous pouvons exploiter. « Je suis déjà dessus, » hocha la tête Sophie. « Et pour Juliette ? Je vais la trouver demain. Et Émilie, allons-nous lui dire ?» Répondant presque à la question, un petit bruit vint de la porte de la chambre. Émilie se tenait là, dans son pyjama licorne, serrant son ours en peluche. « Vous avez trouvé maman ?» Sa voix était petite, remplie à la fois d'espoir et de peur. Michel s'approcha d'elle, s'agenouillant pour la regarder dans les yeux. « Oui, ma chérie, nous avons trouvé ta maman. Elle est en sécurité dans un endroit où ton papa ne peut pas la trouver. » Émilie se mordit la lèvre, une bataille claire d'émotions sur son petit visage. « Est-ce qu'elle veut nous voir ? » « Je vais le découvrir, promit Michel. « Je vais la voir demain. Je peux y aller aussi ?» Michel échangea un regard avec Sophie avant de répondre.
Je pense qu'il vaut mieux que j'y aille d'abord, seul. Je dois m'assurer que c'est sûr et que ton papa n'est pas dans les parages. C'est d'accord ?» Émilie hocha lentement la tête, mais il y avait de l'inquiétude dans ses yeux. « Monsieur Michel, et si elle ne veut plus de nous ?» Michel sentit son cœur se briser. Il attira Émilie dans une étreinte serrée, essayant de transmettre toute l'assurance qu'il pouvait. « Émilie, écoute attentivement. Ta maman t'aime, toi et tes frères, plus que tout. Elle n'est partie que pour vous protéger. Et maintenant, » il recula un peu pour la regarder dans les yeux. « Maintenant, tu m'as aussi. Quoi qu'il arrive, tu ne seras plus jamais seul. » Le lendemain matin, alors que Michel se préparait à se rendre à Bois-Joli, Émilie le surprit avec un dessin. « C'est pour que tu le donnes à maman, » expliqua-t-elle, montrant le papier où elle avait dessiné 5 personnages en bâton. Elle-même, les jumeaux, Juliette et, étonnamment, Michel. « C'est notre famille, » dit-elle simplement, faisant bondir le cœur de Michel. Il plaça soigneusement le dessin à l'intérieur de sa veste, près de son cœur, sentant le poids de la responsabilité qu'il avait prise. Son téléphone sonna. C'était le docteur Sophia, après la première séance d'Émilie. « Monsieur Chen, Émilie est une enfant incroyablement résiliente, mais elle porte un traumatisme important. Elle aura besoin d'un soutien constant et de beaucoup d'amour pour traiter tout ce qu'elle a vécu. Elle aura tout le soutien dont elle a besoin, » l'assura Michel. « Comment va-t-elle maintenant ? » « Elle joue avec ses frères. Elle a un lien extraordinaire avec les jumeaux. » Mais, Monsieur Chen, le docteur hésita. Émilie m'a parlé de ses inquiétudes concernant la rencontre avec sa mère. Elle a peur que sa maman pense qu'elle n'a pas été assez forte parce qu'elle s'est enfuie de l'orphelinat. Michel fronça les sourcils. Mais elle a été incroyablement courageuse. Oui, mais dans l'esprit d'une enfant de 5 ans, s'enfuir peut sembler un échec, pas une preuve de courage. Elle a besoin d'entendre de sa mère qu'elle a fait ce qu'il fallait. Alors qu'il conduisait sur l'autoroute en direction de Bois-Joli, Michel recevait des mises à jour constantes de son équipe de sécurité. Moreau avait été repéré en ville, mais on ignorait où il se trouvait actuellement. L'homme semblait être un fantôme, apparaissant et disparaissant sans laisser de traces. Sophie avait constitué un profil complet de lui. Un militaire renvoyé sans honneur, avec un historique de violence remontant à son adolescence, des liens avec des politiciens corrompus et des criminels locaux. Un prédateur se cachant derrière une façade de respectabilité, utilisant ses relations pour toujours avoir une longueur d'avance sur la loi. Mais cette fois, il s'en est pris à la mauvaise victime, marmonna Michel pour lui-même, agrippant le volant en conduisant. Moreau avait peut-être des relations avec des politiciens locaux corrompus, mais Michel Chen avait le pouvoir de l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde à sa disposition, et il était prêt à utiliser chaque centime, chaque ressource, pour protéger Juliette et les enfants. Le soleil de l'après-midi commençait à se coucher lorsqu'il vit le panneau « Bienvenue à Bois-Joli », population 12 347. La petite ville ressemblait à une carte postale, avec des rues bordées d'arbres et des maisons victoriennes bien conservées, le genre d'endroit où l'on ne s'attendrait pas à trouver un drame aussi intense. Son téléphone sonna une dernière fois. Sophie de nouveau. Le petit bistrot est au coin de la rue principale et de l'avenue des Cèdres. Juliette, ou plutôt Jennifer, commence son service dans 1 heure. Et monsieur, nos hommes ont confirmé que Moreau était à l'hôtel Mountain View il y a 2 jours. Mais il a quitté la ville ce matin. Pour l'instant, cela semble sûr. « Maintenez la surveillance », ordonna Michel. « Et Sophie ? Merci pour tout. » Garé à une distance discrète du bistrot, Michel sortit le dessin d'Émilie de sa veste. 5 personnages en bâton, une famille réunie par le destin et le courage d'une fillette de 5 ans. « C'est l'heure !» se dit-il en remettant le dessin dans sa poche. Dans quelques heures, il serait face à Juliette Dubois, la femme qui avait tout risqué pour protéger ses enfants. Que dirait-elle en découvrant que sa fille aînée avait hérité de son même courage et de sa même détermination ? Michel ne pouvait expliquer le lien inexplicable qu'il ressentait avec cette famille, l'attraction presque magnétique qui l'avait conduit à s'arrêter sur cette route glacée quelques jours plus tôt.
Mais alors qu'il marchait vers le petit bistrot, une chose était sûre, sa vie ne serait plus jamais la même après cette rencontre. La cloche au-dessus de la porte du petit bistrot tinta lorsque Michel entra, l'arôme de café fraîchement moulu et de tarte aux pommes emplissant ses sens. C'était un établissement typique de petite ville, des tabourets rouges au comptoir, des tables en formica bleu et un vieux jukebox jouant doucement dans un coin. À 7 heures de l'après-midi, seuls quelques clients occupèrent les tables, principalement des personnes âgées, savourant leur pause café. Michel choisit une table avec vue sur la cuisine et le comptoir, son cœur battant plus vite que d'habitude. Sophie avait confirmé que Juliette, maintenant Jennifer, commencerait son service dans quelques minutes. Il ajusta discrètement la petite oreillette qu'il utilisait pour rester en contact avec son équipe de sécurité, postée autour du périmètre de la ville. « Périmètre sécurisé, Monsieur Chen », dit clairement son chef de la sécurité, Johnson, à son oreille. Aucun signe de Moreau ces dernières 24 heures. Une serveuse plus âgée s'approcha, son badge indiquant Betty. « Qu'est-ce que je vous sers, mon grand ?»« Juste un café pour l'instant, » répondit Michel avec un sourire poli. « Et Jennifer travaille aujourd'hui ?» Le sourire de Betty vacilla un instant. « Jen ? Oui, elle devrait arriver d'une minute à l'autre. Vous vous connaissez ?» Avant que Michel ne puisse répondre, la porte arrière du bistrot s'ouvrit et Juliette Dubois entra, ajustant son tablier bleu. Même dans son déguisement de Jennifer Williams, cheveux plus foncés, lunettes à monture épaisse, dont elle n'avait clairement pas besoin. Elle était reconnaissable entre toutes. Ces mêmes yeux qu'Émilie, cette même façon de se mordre la lèvre inférieure lorsqu'elle était inquiète. « Betty, désolé, je suis en retard. Le bus ?» Juliette se figea brusquement en remarquant Michel. Quelque chose dans ses yeux changea. Peur, reconnaissance, panique. Elle connaissait trop bien Antoine Moreau pour ne pas sentir quand quelqu'un n'était pas à sa place, et l'homme au costume impeccable n'était définitivement pas d'ici. « Jennifer, » appela Betty, « peux-tu prendre la table 3 ? Je dois vérifier les tartes dans le four. » Un instant, Michel pensa que Juliette allait s'enfuir. Il vit le muscle de sa gorge se contracter, ses mains agrippant le petit carnet de commandes. Mais ensuite, elle redressa les épaules, le même geste déterminé qu'il avait vu chez Émilie, et se dirigea vers sa table. « Bonjour, monsieur. Que puis-je vous servir ?» Sa voix était contrôlée et professionnelle, mais ses mains tremblaient légèrement. « En fait, » dit doucement Michel, « je suis venu pour Émilie. » Le stylo glissa des doigts de Juliette, tombant sur le sol avec un clic qui sembla assourdissant dans le silence soudain entre eux. Son visage devint pâle. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » chuchota-t-elle en se penchant pour ramasser le stylo. « Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. »« Émilie, Lucas et Liam sont en sécurité, » continua Michel sur le même ton doux. « Je les ai trouvés il y a 5 jours, sur une route verglacée. Émilie s'était enfuie de l'orphelinat avec les jumeaux quand elle a découvert qu'ils allaient être séparés. » Juliette chancela légèrement, sa main cherchant un appui sur une table voisine. Michel résista à l'envie de la rattraper. « Si Antoine vous a envoyé, » commença-t-elle, la voix tremblante. « Je n'ai rien à voir avec votre ex-mari, » l'interrompit fermement Michel. « En fait, j'ai des gens qui le surveillent en ce moment même pour m'assurer qu'il ne s'approche pas de vous. » Juliette l'étudia pendant de longues secondes, des années de violence lui ayant appris à se méfier de toute offre d'aide. « Qui êtes-vous » ? « Michel Chen. Je suis le PDG de Chen Technologies. » Il fit une pause, voyant la reconnaissance sur son visage. « Et depuis 5 jours, je suis une sorte de gardien pour vos enfants. »« Mes enfants ?» répéta Juliette, comme si les mots étaient physiquement et émotionnellement douloureux. « Ils vont bien ? Ils sont en sécurité et bien soignés, » l'assura Michel. « Émilie est une fille incroyable, si courageuse et dévouée à ses frères. Les jumeaux se renforcent, bien que Lucas se réveille toujours plus tôt que Liam. » Une larme s'échappa de derrière les fausses lunettes de Juliette. « Vous les connaissez vraiment ?»« Jennifer !» appela la voix de Betty depuis la cuisine.
Les clients de la table 6 attendent. Juliette se redressa rapidement, s'essuyant le visage. « Je dois travailler. Je ne peux pas. » « Ma voiture est garée à l'arrière, » dit rapidement Michel. « Dès que votre service se termine, s'il vous plaît. Émilie a fait un dessin pour vous. » La mention d'un dessin sembla frapper Juliette comme un coup de poing dans le ventre. Elle hocha la tête, presque imperceptiblement, avant de s'éloigner pour s'occuper d'autres tables. Au cours des 4 heures suivantes, Michel resta au bistrot, commandant de temps en temps plus de café et une part de la fameuse tarte aux pommes, observant Juliette travailler. Il y avait une dignité tranquille dans sa façon de se déplacer entre les tables, de remplir les tasses et de discuter avec les habitués, portant le poids de sa douleur sans le laisser paraître. Finalement, à 20 heures, son service se termina. Michel l'attendit dans la voiture comme convenu. Quand elle apparut, elle avait troqué son uniforme contre un jean et un simple chemisier, ses cheveux maintenant lâches autour d'un jeune visage gravé d'une inquiétude bien au-delà de ses années. « On peut faire un tour ?» suggéra Michel. « Il y a un parc à proximité, c'est public, bien éclairé. » Juliette hocha la tête, montant dans la voiture, mais restant aussi près que possible de la portière. Michel respecta son besoin d'espace, conduisant en silence jusqu'au petit parc municipal. Ils s'assirent sur un banc surplombant une aire de jeux vide, les lampadaires projetant de longues ombres sur la pelouse bien entretenue. Pendant quelques instants, personne ne parla. « Comment les avez-vous trouvés ?» demanda finalement Juliette, d'une voix presque inaudible. Michel raconta cette nuit sur la route, Émilie protégeant ses frères du froid, le courage qu'elle avait montré en lui faisant confiance. Pendant qu'il parlait, il observait les émotions défiler sur le visage de Juliette. Fierté, douleur, amour, culpabilité. « Elle a toujours été comme ça, » dit Juliette quand Michel eut fini. « Si forte, si protectrice, même à un si jeune âge. » Sa voix faiblit. « Je n'ai jamais voulu les abandonner. Vous devez me croire. Je n'avais pas le choix. » « Que s'est-il passé, Juliette ?» Elle frissonna en entendant son vrai nom. Elle regarda nerveusement autour d'elle avant de commencer à parler. Antoine n'a pas toujours été comme ça. Au début, il était charmant, attentionné. Mais après avoir perdu son poste dans l'armée, il a commencé à boire, et puis... Elle prit une profonde inspiration, ses mains se joignant sur ses genoux. « La première fois qu'il m'a frappé, j'étais enceinte d'Émilie. Je me suis excusé d'avoir brûlé le dîner. » Michel sentit son estomac se retourner. « Ce n'était pas de votre faute. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, il était si doué pour me faire croire que je le méritais, que c'était de ma faute, que je le provoquais. » Juliette essuya une larme. « Je me suis enfui 3 fois avant la naissance des jumeaux. Il m'a toujours retrouvé. Ses relations dans la police, ses amis, peu importe où j'allais, il me retrouvait toujours. Flashback, il y a 6 mois. Le bruit de verre brisé réveilla Émilie au milieu de la nuit. Juliette, qui allaitait Liam, se figea au bruit de pas lourd d'Antoine dans le salon. « Où es-tu, sorcière ?» Sa voix était pâteuse d'alcool. « Tu crois que tu peux te moquer de moi ? Je t'ai vu parler à cette assistante sociale aujourd'hui. » Juliette bougea rapidement, plaçant Liam dans le berceau à côté de son frère endormi. « Émilie !» chuchota-t-elle d'urgence. « Souviens-toi de notre plan spécial. C'est l'heure, ma chérie. Prends ton sac à dos et va dans le placard. » Émilie, âgée de seulement 5 ans mais déjà entraînée pour ces situations, attrapa son petit sac à dos d'urgence et courut vers le placard du couloir. Juliette plaça rapidement les jumeaux dans un panier à linge rembourré, une préparation qu'elle avait faite des semaines auparavant, et le tendit à Émilie. « Quoi que tu entendes, ne sors pas avant que je t'appelle, d'accord ?» Juliette embrassa le front de sa fille. « Je t'aime. Prends soin de tes frères. » La porte de la chambre s'ouvrit violemment avant que Juliette ne puisse atteindre le placard. Antoine se tenait là, les yeux rouges d'alcool et de rage. « Je t'ai trouvé. Présent. »« Il m'a presque tué cette nuit-là, » continua Juliette, la voix lointaine. « Si les voisins n'avaient pas appelé la police, mais même là, avec toutes les preuves, il est sorti le lendemain. Ces relations, toujours ces relations. C'est là que vous avez décidé de laisser les enfants à l'orphelinat, dit doucement Michel.
Juliette hocha la tête, des larmes coulant maintenant librement sur son visage. Il a juré qu'il me le ferait payer, qu'il me prendrait les enfants, leur ferait du mal pour me punir. Je ne pouvais pas risquer ça. L'orphelinat semblait la seule option sûre pendant que j'essayais de disparaître, de le faire me suivre et de laisser les enfants tranquilles. Mais il a découvert où ils étaient. Il découvre toujours tout, dit amèrement Juliette. Je l'ai entendu, il préparait quelque chose avec l'orphelinat, qu'il utiliserait des voyous pour récupérer les jumeaux. Mais je n'ai pas pu savoir quand. J'allais y retourner, essayer de les sortir avant. Émilie les a sauvés, dit doucement Michel. Elle est extraordinaire, Juliette, forte tout comme sa mère. Juliette s'effondra, se couvrant le visage de ses mains. Michel sortit le dessin d'Émilie de la poche de sa veste et le lui offrit. Elle a fait ça pour toi ce matin. Avec des mains tremblantes, Juliette prit le papier. Quand elle vit les 5 personnages en bâton, elle-même, ses 3 enfants et Michel, elle se mit à pleurer plus fort. « Elle m'a incluse, sanglota-t-elle. Après tout ce que j'ai fait, après les avoir laissés. Vous ne les avez pas abandonnés, dit fermement Michel. Vous les avez protégés de la seule manière que vous pouviez. Mais maintenant, vous n'êtes plus seul dans ce combat. » Juliette leva les yeux, étudiant le visage de Michel. « Pourquoi? Pourquoi faites-vous tout ça pour nous ?» Michel réfléchit un instant, sentant cette attraction inexplicable qu'il avait ressentie dès le premier instant où il avait vu cette famille. « Parce que, quand j'ai trouvé Émilie sur cette route, j'ai vu quelque chose en elle qui m'a rappelé moi-même. La détermination de protéger sa famille, même quand le monde entier semble contre vous. » Il fit une pause. « J'ai été adopté enfant. Je n'ai jamais connu ma famille biologique. C'est peut-être pour ça. »« Voulez-vous les voir ?» interrompit doucement Juliette. « Vos enfants ? Je peux vous montrer des photos. Ils ne sont plus des bébés en photo, avertit doucement Michel. Les jumeaux ont beaucoup grandi ce dernier mois. » Juliette hocha la tête, les mains tremblantes, alors qu'elle sortait son vieux téléphone. Michel remarqua les égratignures sur l'écran, probablement un rappel de quelque épisode violent avec Antoine. Alors qu'elle regardait les photos récentes que Michel avait prises des enfants, ses sanglots s'apaisèrent, remplacés par de petits bruits de surprise et de joie. « Lucas a toujours cette petite mèche en tourbillon dans ses cheveux, nota-t-elle, souriant à travers les larmes. « Et Liam ? Il a l'air si fort maintenant. Et Émilie ?» Sa voix défaillit à la photo de sa fille aînée jouant avec les jumeaux. « Elle a l'air heureuse. »« Elle est très aimée, » l'assura Michel, « mais vous lui manquez beaucoup. Elle fait des cauchemars presque toutes les nuits. » Juliette ferma les yeux très fort. « Je veux les voir. Mon Dieu, je veux tellement les voir. » « Mais Antoine ?»« Antoine est surveillé 24h/24, » l'interrompit Michel. « J'ai les meilleurs avocats qui préparent des dossiers contre lui, des enquêteurs privés qui rassemblent des preuves de toutes ses activités illégales. Il ne vous fera plus jamais de mal, Juliette. Plus jamais. »« Vous ne connaissez pas Antoine, » dit Juliette, la peur évidente dans sa voix. « Il a des gens puissants qui le protègent, des politiciens, des juges. Et j'ai plus de pouvoir et de ressources qu'eux tous réunis, » répondit Michel avec une conviction calme. « Votre fille m'a dit quelque chose de similaire, que son père était vraiment fort et méchant. Vous savez ce que je lui ai dit ?» Juliette secoua la tête. « Que je suis bien plus puissant qu'il ne le sera jamais. » Et c'est vrai, Juliette. Antoine Moreau a peut-être des relations dans une petite ville, peut-être quelques flics et politiciens corrompus dans sa poche. Mais je dirige l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde. J'ai des ressources quasi illimitées et, plus important encore, la loi de mon côté. « Pourquoi ?» demanda à nouveau Juliette, la voix brisée. « Pourquoi vous souciez-vous autant ?» Michel regarda le ciel étoilé un instant avant de répondre. « Parfois, l'univers met certaines personnes sur notre chemin pour une raison. Quand j'ai trouvé Émilie sur cette route, tenant ses frères dans le froid, quelque chose en moi a su. J'ai su que je devais les protéger, qu'ils comptaient. » Il sourit doucement. « Et maintenant que je vous ai rencontré, je suis certain d'avoir fait le bon choix cette nuit-là.
Juliette baissa les yeux sur le dessin d'Émilie entre ses mains, ses doigts traçant doucement les personnages en bâton. « Quand puis-je les voir » demanda-t-elle finalement, la voix pleine d'espoir et de peur. « Demain » répondit Michel sans hésiter. « J'ai un hôtel sécurisé avec une sécurité privée 24/7. Je peux envoyer une voiture pour vous après votre service. »« Et Antoine ?» ?»« Mes hommes confirment qu'il a quitté la ville ce matin, mais même ainsi, nous prendrons toutes les précautions. Vous n'êtes plus seule dans cette épreuve, Juliette. » Elle hocha lentement la tête, rangeant soigneusement le dessin dans son sac. « Vous savez, monsieur Chen, depuis que j'ai laissé mes enfants à cet orphelinat, j'ai rejoué ce moment 1000 fois dans ma tête, me demandant s'il y avait une autre option, si j'aurais pu faire quelque chose de différent. » Elle fit une pause, essuyant une larme. « Mais maintenant, en voyant comment le destin les a mis sur votre chemin, peut-être que tout arrive vraiment pour une raison. » Michel se leva, lui offrant sa main pour l'aider. « Prenons les choses une étape à la fois. D'abord, les retrouvailles avec vos enfants. Ensuite, nous nous assurerons qu'Antoine ne s'approche plus jamais de vous. » Alors qu'il retournait à la voiture, Juliette s'arrêta soudainement. « Monsieur Chen, merci. Pas seulement pour avoir pris soin de mes enfants, mais pour m'avoir redonné espoir. » Michel sourit, sentant ce lien inexplicable plus fort que jamais. Demain, à 18h, une voiture noire attendra derrière le bistrot. En regardant Juliette entrer dans son petit appartement quelques minutes plus tard, Michel appela Sophie. « Prépare tout pour demain. Je veux une sécurité renforcée à l'hôtel. Et garde nos hommes sur la piste de Moreau. Nous ne pouvons risquer aucune surprise. »« Oui, monsieur, et pour votre autre enquête, concernant votre propre adoption ?» Michel hésita un instant, ce sentiment étrange de connexion avec cette famille résonnant encore en lui. « Continue de chercher, Sophie. Quelque chose me dit qu'il y a plus dans cette histoire que ce que nous pouvons imaginer. » Le soleil de fin d'après-midi projetait des rayons dorés à travers les fenêtres de la suite présidentielle du Grand Hôtel des Alpes, créant des motifs de lumière sur le tapis où Émilie jouait distraitement avec ses blocs de construction. Bien qu'elle essayât de paraître concentrée sur sa construction, ses yeux ne cessaient de se tourner vers la porte à chaque petit bruit. Michel observait depuis le canapé, tenant Lucas pendant que Liam dormait paisiblement dans son berceau. La tension dans l'air était presque palpable. Émilie avait passé toute la matinée à alterner entre des éclats d'énergie nerveuse et des moments de réflexion silencieuse. « Monsieur Michel » appela-t-elle pour la 10e fois au cours des 15 dernières minutes. « Quelle heure est-il » ? « 17h40, répondit-il patiemment. « Elle sera là dans 20 minutes. » Émilie posa ses blocs et commença à s'agiter avec sa nouvelle robe, une robe bleu clair avec de petits papillons, choisie spécialement pour l'occasion. « Et si... » commença-t-elle, puis s'arrêta, se mordant la lèvre comme sa mère. « Et si quoi, ma chérie? Et si elle ne nous aime plus ?» La voix d'Émilie était si basse qu'elle était presque un murmure. Michel déposa doucement Lucas dans l'autre berceau et s'approcha d'Émilie, s'agenouillant pour la regarder droit dans les yeux. « Émilie, souviens-toi de ce dont nous avons parlé avec le docteur Sophia à propos des sentiments compliqués. » La fillette hocha la tête. « Que parfois on peut ressentir beaucoup de choses différentes en même temps et que c'est normal. »« Exactement. Et ta maman, elle t'aime très fort. C'est pour ça qu'elle a fait ce qu'elle a fait, pour te protéger de... »« Papa » ajouta Émilie, un tremblement dans la voix. « Oui, et maintenant, elle revient parce que c'est enfin sûr. » Le téléphone de Michel vibra, un message de son équipe de sécurité. La voiture avec Juliette venait d'entrer dans le parking de l'hôtel. « Émilie, dit-il doucement, elle monte. Es-tu prête ?» La fillette jeta un coup d'œil à ses frères endormis, puis à ses propres petites mains qui se tordaient nerveusement. « Je peux te tenir la main ? » « Bien sûr que tu peux. » Les minutes suivantes parurent interminables. Émilie serra plus fort la main de Michel à chaque bruit de pas dans le couloir. Finalement, on frappa doucement à la porte. Michel sentit Émilie se figer à côté de lui. « Tu veux que j'ouvre ?» Elle hocha la tête, incapable de parler. «
quand la porte s'ouvrit, révélant Juliette, maintenant sans les fausses lunettes, les cheveux revenus à leur couleur naturelle, le temps sembla s'arrêter. Mère et fille se regardèrent dans un silence chargé. « Maman ?» La voix d'Émilie tremblait. Juliette tomba à genoux, des larmes coulant déjà sur son visage. « Mon amour !» Un instant, personne ne bougea. Puis, comme une digue qui cède, Émilie lâcha la main de Michel et courut dans les bras de sa mère. « Maman, maman, maman !» répétait-elle en sanglotant, ses petits bras s'accrochant fermement au cou de Juliette. « Pardonne-moi, mon amour !» pleura Juliette, couvrant le visage de sa fille de baisers. « Pardonne-moi de t'avoir quitté. Je t'aime tellement, tellement. » Michel recula discrètement, leur laissant de l'espace. Mais soudain, Émilie se détacha des bras de sa mère. « Tu avais promis !» cria-t-elle, sa voix portant une colère surprenante. « Tu avais promis que tu reviendrais bientôt. Promis, juré. » Juliette déglutit un sanglot. « Je sais, mon amour, je sais. J'avais si peur, » continua Émilie, des larmes de colère se mêlant aux larmes de joie. Les bébés pleuraient la nuit et je ne savais pas quoi faire. Et Madame Peterson était méchante et ils allaient emmener mes frères. Émilie appela doucement Michel, inquiet de l'intensité de son explosion. Mais Juliette leva une main, le faisant taire. Non, elle en a besoin. Elle a besoin de le sortir. « J'ai dû être forte, » sanglota Émilie. « J'ai dû m'occuper d'eux toute seule. »« Pourquoi n'es-tu pas revenue plus tôt ?»« Parce que ton père me cherchait, » répondit honnêtement Juliette, suivant le conseil du docteur Sophia d'être ouverte avec Émilie. « Il voulait nous faire du mal, alors j'ai dû le faire me poursuivre, moi seule, loin de vous. Mais j'ai pensé à vous chaque minute, chaque seconde. » Un petit cri interrompit. Les jumeaux étaient réveillés. Juliette se figea en les entendant, ses yeux se remplissant de nouvelles larmes. « Tu veux revoir tes frères ?» demanda Émilie, sa colère s'apaisant déjà. Elle prit la main de sa mère, la conduisant au berceau. Lucas se réveille toujours le premier, il est plus agité. Liam est plus dormeur. Juliette s'approcha des berceaux comme en transe. Les bébés, maintenant âgés de près de 2 mois, avaient tellement changé depuis la dernière fois qu'elle les avait vus. « Je peux les prendre. »« Bien sûr que tu peux, maman. Ce sont tes bébés. » Avec des mains tremblantes, Juliette prit d'abord Lucas. Le bébé, qui pleurait souvent avec des étrangers, se calma instantanément dans ses bras. « Il te reconnaît, » dit Émilie avec admiration. « Je leur parlais de toi tous les jours, je leur montrais la photo dans mon médaillon. » Juliette toucha le petit pendentif en forme de cœur autour du cou d'Émilie, le dernier cadeau qu'elle avait fait à sa fille avant de partir. « Tu es incroyable, tu sais ça ?» dit-elle en embrassant le front de sa fille. « Si forte, si courageuse. Tu as si bien pris soin de tes frères. Monsieur Michel nous a aidés à prendre soin de nous aussi, » ajouta Émilie, regardant avec reconnaissance Michel, qui se tenait à une distance respectueuse. « Il nous a sauvés du froid, nous a donné de la nourriture et des vêtements chauds, et a promis qu'il te trouverait. » Juliette leva les yeux vers Michel, sa gratitude trop grande pour les mots. « Merci » réussit-elle à murmurer. Michel sourit simplement, ce lien inexplicable plus fort que jamais. Il y avait quelque chose dans la façon dont Juliette souriait, comment ses yeux brillaient à la vue de ses enfants, qui remuaient des souvenirs profondément enfouis dans son subconscient. Liam se mit à s'agiter dans son berceau, ne voulant pas manquer l'attention. « Il a faim ?» informa Émilie avec l'autorité d'une grande sœur. C'est un cri différent de celui du sommeil. Juliette rit à travers ses larmes. « Tu connais vraiment tous leurs différents cris. »« Comment ?»« J'ai dû apprendre, » répondit Émilie, une ombre traversant brièvement son visage. Mais ensuite, elle sourit brillamment. « Tu veux voir la chambre que Monsieur Michel a faite pour nous ? Il y a des étoiles au plafond qui brillent en la nuit. » Alors qu'Émilie montrait la suite à sa mère, soulignant fièrement chaque détail, Michel observait la transformation de Juliette. La femme effrayée qu'il avait trouvée au bistrot laissait lentement la place à la mère qu'elle avait toujours été. Forte, aimante, déterminée. Les jumeaux, maintenant de retour dans les bras de leur mère, semblaient plus calmes que Michel ne les avait jamais vus. C'était comme si, même à un si jeune âge,
Il savait qu'ils étaient enfin en sécurité. « Maman ?» demanda Émilie après un moment, la voix hésitante. « Est-ce que tu vas rester avec nous maintenant ?» Juliette regarda Michel, qui hocha la tête presque imperceptiblement. « Oui, mon amour, je ne te quitterai plus jamais. »« Promis, juré ?» Émilie lia son auriculaire à celui de sa mère, un sourire illuminant son visage. « Promis, juré. » Michel essuya discrètement une larme qui menaçait de tomber. Voir cette famille se reconnecter, guérir de profondes blessures avec amour et pardon, remuait quelque chose de fondamental en lui. C'était comme si une partie de lui, qui s'était toujours sentie incomplète, commençait enfin à avoir un sens. Son téléphone vibra, un autre message de Sophie. « J'ai trouvé quelque chose dans les dossiers d'adoption. Nous devons parler, de toute urgence. » Michel remit le téléphone dans sa poche sans répondre. Quoique Sophie ait découvert, cela pouvait attendre. Ce moment, cette réunion sacrée de la mère et des enfants, méritait d'être vécu sans interruption. « Monsieur Michel ?» La voix d'Émilie le ramena au présent. « Viens voir. Maman va chanter notre berceuse. » En rejoignant la famille, Michel sentit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Demain apporterait de nouveaux défis, plus de révélations, plus de batailles à mener. Mais à cet instant, dans cette suite d'hôtels transformés en sanctuaire par l'amour d'une famille, tout était exactement comme il se devait. Le matin avait à peine commencé lorsque Sophie Martin entra dans le bureau privé de Michel Chêne au Grand Hôtel des Alpes. Son visage habituellement calme portait une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant, un mélange de choc, d'émotion et d'appréhension. « Je l'ai trouvé », dit-elle simplement, posant un dossier sur le bureau. « Et Michel, vous devez vous asseoir pour ça. » Michel, qui avait passé la nuit à examiner des documents sur Antoine Moreau, leva les yeux. Sophie ne l'appelait jamais par son prénom, toujours Monsieur Chêne ou Monsieur. Le changement dans son protocole habituel était le premier signe que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. « Mes dossiers d'adoption ?» Sophie hocha la tête, ouvrant le dossier avec une quasi-révérence. C'était difficile. De nombreux fichiers étaient délibérément cachés, certains détruits. Mais j'ai reconstitué l'histoire grâce aux dossiers hospitaliers, aux actes de naissance et... Elle hésita, au dossier de l'orphelinat Sainte-Catherine. Michel sentit son cœur sauter un battement. Le même orphelinat? Ce n'est pas une coïncidence, Michel. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Avec des mains qui se sentaient soudain trop lourdes, Michel prit le premier document que Sophie lui tendit, un vieil acte de naissance, jauni par le temps. « Marie Anderson », expliqua Sophie, montrant le nom sur le certificat. « Votre mère biologique, elle a eu 2 enfants. Un garçon en 1992, vous, et une fille en 1995. » Le monde sembla s'arrêter de tourner un instant. « La fille ?» murmura Michel, bien qu'il sût déjà la réponse. « Juliette Anderson. » Plus tard, Juliette Dubois. Sophie sortit un autre document. « Vous avez été séparés quand vous aviez 5 ans et elle 2. Votre mère ?» Sophie hésita de nouveau. Elle a eu un accident de voiture. Fatal. Michel se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. Dehors, le soleil se levait sur Paris, ignorant le tremblement de terre émotionnel qui se produisait à l'intérieur de cette pièce. Comment n'avons-nous pas découvert ça avant? Les dossiers ont été falsifiés, expliqua Sophie. Quand les enfants sont entrés dans le système de placement familial, quelqu'un a délibérément séparé leurs dossiers, changé les noms, les dates, effacé les liens. Il m'a fallu des semaines pour tout reconstituer. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? J'enquête toujours, mais... Sophie vérifia ses notes. Il semble qu'il y avait une politique non officielle à l'époque. Les frères et sœurs étaient souvent séparés pour augmenter leurs chances d'adoption, surtout lorsqu'il y avait un intérêt de la part de familles influentes. Michel ferma les yeux, des souvenirs fragmentés refaisant surface. Une petite fille aux cheveux noirs qui riait, l'odeur de biscuits fraîchement cuits, une berceuse. « Je me souviens d'elle, » murmura-t-il. « Pas clairement, mais je me souviens. » Une petite fille.
Je l'appelais Jessie. Flashback, il y a 30 ans. Mickey. Mickey, regarde. La fillette de 2 ans courait maladroitement dans le petit jardin, poursuivant un papillon. Son frère aîné la suivait de près, toujours protecteur. « Fais attention, Jessie, ne tombe pas. » Marie Anderson regardait ses enfants depuis la fenêtre de la cuisine, un sourire fatigué sur son visage. La vie n'était pas facile pour une mère célibataire, mais l'amour entre ses enfants la faisait tenir. Mickey appela Jessie, levant les bras vers son frère. « Chante. » Michel prit sa sœur, comme il le faisait tous les soirs. « Brille, brille, petite étoile. » Présent. « La chanson, » dit brusquement Michel. Émilie, elle chante la même chanson aux jumeaux, la même que Juliette a chantée hier soir. Sophie sourit doucement. Certaines choses sont dans le sang, je suppose. Michel retourna à sa chaise, ses jambes soudain trop faibles pour le porter. C'est ma sœur. Juliette est ma sœur. Et Émilie et les jumeaux sont votre nièce et vos neveux, ajouta doucement Sophie. C'est pour ça. Michel s'interrompit, les pièces dans son esprit s'emboîtant comme un puzzle compliqué, formant enfin une image claire. C'est pour ça que j'ai ressenti cette connexion instantanée avec Émilie. C'est pour ça que je ne pouvais pas ignorer cette famille sur la route. C'était le sang qui appelait. Voulez-vous que je l'appelle? Juliette est toujours à l'hôtel avec les enfants. Michel hocha lentement la tête. Mais d'abord, montre-moi tout, chaque document, chaque détail. Je dois comprendre notre histoire. Pendant l'heure suivante, Sophie exposa son enquête méticuleuse. L'histoire qui émergea était déchirante. Marie Anderson, une jeune mère célibataire, luttant pour élever 2 jeunes enfants. L'accident de voiture fatal par une nuit pluvieuse. Les enfants soudainement orphelins, séparés par une bureaucratie froide qui ne voyait aucune valeur à garder des frères et sœurs ensemble. Les Chen m'ont adopté presque immédiatement, réfléchit Michel. Et Juliette, elle est restée plus longtemps dans le système. Sophie vérifia ses notes. Adoptée à 5 ans par la famille Miller, mais cette adoption a échoué. Elle est retournée en famille d'accueil, a changé de famille plusieurs fois jusqu'à ses 16 ans, où elle est partie seule, et je n'en avais aucune idée. J'ai construit un empire. J'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies, et ma propre sœur souffrait à quelques kilomètres de là. « Vous ne pouviez pas savoir, » dit doucement Sophie. « Les dossiers ont été délibérément obscurcis. Mais maintenant, on frappa doucement à la porte. Juliette entra, portant encore le peignoir de l'hôtel. Sophie a dit que c'était urgent. Elle s'arrêta en voyant l'expression de Michel. « Qu'est-ce qui se passe? C'est Antoine? Est-ce qu'il... » « Non, l'interrompit Michel en se levant. « S'il te plaît, assieds-toi. Il y a quelque chose que tu dois voir. » Avec une infinie précaution, il commença à lui raconter l'histoire, lui montrant les documents un par un. Il observa les émotions balayer le visage de sa sœur. Confusion, choc, incrédulité et enfin reconnaissance. « Mickey », chuchota-t-elle, utilisant le surnom d'enfance qui était resté enfoui dans ses souvenirs les plus profonds pendant des décennies. Michel sentit des larmes rouler sur ses joues. « Salut, Jessie !» L'étreinte qui suivit avait 30 ans de retard, mais n'en était pas moins puissante. Frères et sœurs s'accrochèrent l'un à l'autre, des décennies de perte et de solitude, se dissolvant dans des larmes de reconnaissance et d'amour retrouvé. « Je me souvenais d'un garçon », sanglota Juliette contre l'épaule de son frère. Dans mes plus vieux souvenirs, il y avait un garçon qui me protégeait, qui me chantait des chansons. Mais les assistantes sociales disaient que c'était juste des rêves, que j'étais fille unique. Ils nous ont délibérément séparés, expliqua Michel, la voix épaisse d'émotion. Ils ont effacé les dossiers, changé les documents. Mais maintenant nous sommes de nouveau ensemble. Émilie, Juliette se détacha soudainement. Elle doit savoir, elle a un oncle qui l'a sauvée avant même de savoir qui elle était. Comme si elle était convoquée par la mention de son nom, la porte s'ouvrit de nouveau, et Émilie entra, toujours en pyjama, serrant son ours en peluche. « Maman, monsieur Michel, pourquoi vous pleurez ?»
Michel et Juliette se regardèrent, une compréhension silencieuse passant entre eux. Juliette ouvrit ses bras à sa fille. « Viens ici, mon amour. Nous avons une histoire incroyable à te raconter. » Émilie s'approcha curieusement, grimpant sur les genoux de sa mère. « Quelle histoire ?»« Une histoire sur 2 petits frères et sœurs, commença Juliette, la voix tremblante, qui ont été séparés il y a très longtemps. Mais le destin a décidé de les réunir. »« Comme moi et les jumeaux ?» demanda innocemment Émilie. « Pas exactement. » Michel s'agenouilla pour la regarder dans les yeux. « Émilie, ta maman est ma sœur. Je suis ton oncle. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent de façon comique. « Un oncle, comme dans les histoires ?»« Exactement comme ça, » sourit Michel à travers les larmes. « C'est pour ça que quand je t'ai vu sur cette route avec les jumeaux, j'ai ressenti quelque chose de spécial. C'était mon cœur qui reconnaissait ma famille, même si ma tête ne le savait pas encore. » Émilie regarda de Michel à Juliette et vice-versa, traitant l'information. Puis, avec la simplicité d'une enfant, elle sourit. « Alors, c'est pour ça que tu connaissais notre chanson, la chanson de la petite étoile ?» Juliette laissa échapper un rire ému. « Oui, mon amour, ton oncle Mickey me chantait cette chanson quand nous étions petits. » Mickey ? Émilie gloussa au surnom, faisant rire les adultes. Le bruit des jumeaux pleurant dans la pièce voisine interrompit le moment. Émilie sauta des genoux de sa mère. « Viens, tonton Mickey, allons voir les bébés. Maintenant, tu es leur oncle aussi. » Alors qu'ils suivaient Émilie dans l'autre pièce, Michel et Juliette échangèrent des regards émus. Il y avait tant à traiter, tant à apprendre l'un de l'autre, tant d'années perdues à rattraper. Mais maintenant, ils avaient du temps, et surtout, ils savaient l'un l'autre. Les jours suivants furent une montagne russe d'émotions. Michel insista pour que Juliette et les enfants s'installent de façon permanente à l'hôtel pendant qu'il organisait une maison sécurisée pour tout le monde. Son équipe juridique travailla sans relâche sur les dossiers contre Antoine Moreau, construisant un argument solide qui le tiendrait enfin éloigné de la famille. Émilie s'épanouit avec la présence de sa mère et la découverte d'un oncle. Ses séances avec le docteur Sophia incluaient maintenant de vrais moments de joie, pas seulement le traitement du traumatisme. Les cauchemars, bien que toujours présents, étaient moins fréquents. « Tonton Mickey » appela-t-elle un soir, alors que tout le monde était réuni dans le salon de la suite après le dîner. « Raconte-moi encore comment vous étiez, toi et maman, quand vous étiez petits. » Michel sourit, ajustant Lucas dans ses bras pendant que Juliette nourrissait Liam. « Eh bien, ta maman était comme toi, courageuse, protectrice, toujours à prendre soin de tout le monde. Et ton oncle, ajouta Juliette, était le meilleur grand frère du monde entier. Il me défendait toujours, veillait toujours sur moi, comme moi avec les jumeaux, déclara fièrement Émilie. Exactement comme ça, acquiesça Michel, sentant son cœur déborder d'amour pour cette famille que le destin lui avait rendue d'une manière si extraordinaire. Sophie, observant depuis le seuil, sourit discrètement. Son travail d'enquêtrice avait révélé de nombreuses histoires au fil des ans, mais aucune aussi spéciale que celle-ci. Voir Michel Chen, le puissant PDG toujours si maître de lui, fondre autour de sa nièce et de ses neveux, rire avec sa sœur retrouvée, était une transformation remarquable. « Sophie » appela Michel en la remarquant, « rejoins-nous. Tu fais partie de cette famille maintenant, toi aussi. » Alors que Sophie rejoignait le groupe, Michel regarda autour de la pièce. Sa sœur, sa nièce, ses neveux, sa famille. Des mots qui, une semaine auparavant, auraient semblé impossibles, étaient maintenant sa réalité la plus précieuse. « Famille » murmura-t-il pour lui-même, savourant le mot. Après 30 ans d'une solitude déguisée en succès, il était enfin complet. Et alors qu'Émilie commençait à chanter « Brille, brille, petite étoile », d'abord seule, puis rejointe par sa mère et son oncle, le cercle qui avait été brisé il y a si longtemps fut enfin entier. La berceuse qui avait survécu dans leurs souvenirs les plus profonds résonnait de nouveau, berçant une nouvelle génération et unissant le passé et le présent dans une mélodie d'amour et d'espoir.
La salle de réunion au dernier étage de Chen Technologies n'était pas seulement bondée, elle bourdonnait d'électricité. Des avocats des cabinets les plus prestigieux du pays, des enquêteurs fédéraux, des experts en sécurité et des analystes financiers remplissaient chaque centimètre carré de l'espace. Le silence régnait, tandis que Michel Chen, abandonnant sa posture décontractée habituelle de PDG de la tech, se tenait devant un écran de projection montrant le visage d'Antoine Moreau. Pendant des années, la voix de Michel portait une intensité que peu ici avaient jamais entendue. Cet homme a terrorisé ma sœur et ses enfants. Il a utilisé des relations corrompues pour échapper à la justice. Il a manipulé le système pour garder ses victimes sous son contrôle. Il fit une pause, son regard balayant la salle. Cela s'arrête aujourd'hui. Sophie Martin, maintenant officiellement promue directrice des enquêtes spéciales chez Chen Technologies, se leva avec sa tablette. Les lumières s'éteignirent alors qu'elle commençait sa présentation. Au cours des 3 derniers mois, nous n'avons pas seulement constitué un dossier contre Moreau, mais nous avons cartographié l'ensemble de son réseau d'influence et de corruption. Des graphiques et des photos commencèrent à apparaître à l'écran. 17 accusations de violence conjugale mystérieusement classées, 23 policiers recevant des paiements irréguliers, 5 juges aux décisions suspectes, 3 travailleurs sociaux impliqués dans des stratagèmes d'adoption illégaux. James Morrison, le procureur fédéral, hocha la tête gravement. C'est bien plus grand que ce que nous imaginions initialement. Moreau n'est pas seulement un agresseur domestique, c'est une pièce maîtresse d'un réseau de corruption qui s'étend à tout l'État. C'est pourquoi, continua Michel, nous ne le poursuivons pas seulement pour violence conjugale. Nous démantelons tout le système qui l'a protégé pendant si longtemps. La réunion dura des heures, chaque aspect de l'affaire étant discuté en détail. Michel avait mobilisé des ressources qui feraient pâlir les petits pays, tout cela pour s'assurer que sa famille n'ait plus jamais à vivre dans la peur. Alors que les professionnels débattaient des stratégies, son téléphone vibra avec un message de Juliette. Émilie a appris aux jumeaux à dire « tonton » aujourd'hui. Enfin, quelque chose qui ressemble à tonton. Tu dois voir ça. En pièce jointe, une vidéo des jumeaux, maintenant âgés de près de 5 mois, faisant des bruits qui ressemblaient vraiment à tonton, pendant qu'Émilie applaudissait avec enthousiasme. Le contraste entre la tension de la salle de réunion et la douceur de ce moment familial fit sourire Michel. « Y a-t-il un problème, monsieur Chen ?» demanda Morrison, remarquant que son expression s'adoucissait. « Au contraire, » répondit Michel en rangeant le téléphone. « Juste un rappel de la raison pour laquelle nous faisons tout ça. » 2 semaines plus tard, l'opération fut lancée. Dans une action coordonnée impliquant le FBI, la police fédérale et les autorités de l'État, tout le réseau d'Antoine Moreau fut exposé et démantelé. La une du New York Times n'était que la pointe de l'iceberg. Homme d'affaires corrompu arrêté dans le cadre d'une opération fédérale. Réseau de crimes organisé démantelé. Flashback, il y a 6 mois. Juliette frissonnait dans son minuscule appartement de Bois-Joli, serrant son vieux téléphone portable contre sa poitrine. Un autre appel menaçant d'Antoine. « Je te trouverai, toi et les enfants », avait-il dit, la voix pâteuse d'alcool. « Peu importe où tu te caches, j'ai des amis partout. » Cette nuit-là, elle dormit à peine, chaque bruit la faisant sursauter. Présent. Au château Chen, Juliette se réveilla en sursaut, un vieux cauchemar s'accrochant à sa conscience. Mais au lieu du silence terrifiant de son ancien appartement, elle entendit le bruit des enfants riant dans le jardin. En s'approchant de la fenêtre, elle vit Émilie aider Michel à pousser les jumeaux dans leur poussette de jogging spécialement conçue. Son frère, toujours si formel et maître de lui dans le monde de l'entreprise, avait les manches retroussées, les cheveux en désordre, riant comme un enfant. « Plus vite, tonton Mickey !» cria Émilie en courant à côté des poussettes. « Ils adorent quand tu vas plus vite. » Un cauchemar? La voix douce du docteur Torres vint de la porte. Juliette n'était pas surprise. Ses séances de thérapie commençaient généralement vers 7 heures. Un souvenir, corrigea Juliette en se tournant vers son thérapeute. Mais cette fois, c'était différent. Je me suis réveillée et la réalité était meilleure que le rêve.
Ces séances avec le docteur Torres étaient devenues un pilier fondamental de la guérison de Juliette. Le bureau confortable, installé dans une aile du manoir, était un espace sûr où elle pouvait enfin traiter des années de traumatisme. « Comment s'est passée cette semaine ?» demanda le docteur alors qu'il s'installait dans des fauteuils confortables. Juliette réfléchit à la question, ses yeux dérivant vers le jardin où sa famille jouait. « Hier, commença-t-elle, Émilie a renversé un verre de lait sur le tapis du salon. Et je... » Elle fit une pause, des larmes commençant à se former. Que s'est-il passé? Elle a eu si peur. Un instant, j'ai vu ma propre peur dans ses yeux. Avec Antoine, un accident comme ça aurait signifié... Elle frissonna. Mais Michel a juste ri. Il a dit que c'était une excellente occasion d'apprendre aux jumeaux ce que sont les accidents et comment nettoyer ses propres dégâts. Il en a fait un jeu éducatif. Et comment vous êtes-vous senti? Libre, chuchota Juliette, comme si une autre chaîne s'était brisée. Émilie a tellement ri en essayant de nettoyer le tapis avec les jumeaux qui l'aidaient. C'était magnifique de la voir être simplement une enfant, sans peur. Le château Chen était devenu non seulement une maison, mais un sanctuaire de guérison pour toute la famille. Ce qui était autrefois un monument à la richesse et au succès de l'entreprise pulsait maintenant de vie et d'amour. L'ancienne salle à manger formelle, avec une table massive pouvant accueillir 20 personnes, avait été remplacée par un espace plus confortable. Une nouvelle table ronde, spécialement fabriquée par un artisan local, avait des sièges pour 8, la famille principale et les extras réguliers comme Sophie et le docteur Torres. La cuisine, autrefois une vitrine d'appareils de haute technologie rarement utilisée, était maintenant le cœur de la maison. Michel engagea un chef qui non seulement préparait les repas, mais enseignait aussi à Émilie comment faire des biscuits et des cupcakes, toujours avec les jumeaux qui regardaient, applaudissant de leurs petites mains potelées. « Tonton Mickey » appela Émilie un après-midi, couverte de farine de la tête aux pieds, « j'ai fait des biscuits au chocolat spéciaux pour toi. » Michel, qui venait de quitter une visioconférence avec des investisseurs internationaux, n'hésita pas à prendre sa nièce dans ses bras, même si cela signifiait ruiner son costume italien. « Ce sont les biscuits les plus spéciaux du monde, » déclara-t-il après les avoir goûtés, même s'ils étaient légèrement brûlés. « Digne de la meilleure chef de 5 ans de la planète. » Les chambres des enfants furent complètement transformées. Celle d'Émilie, autrefois une chambre d'amis générique, était maintenant un royaume de contes de fées avec des peintures murales d'une forêt magique peintes à la main. Des étoiles fluorescentes au plafond formaient de véritables constellations, une idée de Michel pour susciter l'intérêt de sa nièce pour la séance. La chambre des jumeaux était une douce explosion de couleurs et de textures, avec des meubles conçus pour stimuler leur développement. Un système de surveillance discret et ultramoderne permettait à Juliette de dormir enfin paisiblement, sachant que ses bébés étaient en sécurité. L'adaptation de Michel à la vie de famille surprit tout le monde, surtout lui-même. L'homme qui vivait autrefois pour les feuilles de calcul et les réunions organisait maintenant son emploi du temps d'entreprise autour des étapes familiales. « Monsieur Chen, » dit un jour sa nouvelle assistante de direction, « le conseil d'administration demande de reporter la réunion de 15h à 16h. »« Impossible, » répondit Michel sans hésitation. « C'est le jour de la présentation scolaire d'Émilie. Elle récite un poème qu'elle a écrit sur la famille. » La nouvelle de l'arrestation de Moreau et du démantèlement de son réseau apporta une vague de soulagement à la famille, mais aussi de nouveaux défis émotionnels à traiter. « Il ne nous fera plus jamais de mal ?» demanda Émilie un soir au dîner, les surprenant tous par sa question directe. Michel et Juliette échangèrent des regards avant qu'ils ne répondent. « Non, princesse. Il est dans une prison de haute sécurité, très loin. Et même quand il sortira, il y a des lois et des gens très puissants qui s'assurent qu'il ne pourra plus jamais s'approcher de vous. »« Comme toi ?» demanda Émilie. « Comme moi, comme tante Sophie, comme tous les amis qui nous aident à garder notre famille en sécurité. » Le printemps arriva, apportant non seulement des fleurs et des jours plus longs, mais aussi une idée spéciale de Michel. Par un matin particulièrement beau, il réunit la famille pour une annonce. Que diriez-vous d'un pique-nique spécial ? L'étincelle dans ses yeux dit à Juliette
qu'elle connaissait déjà son intention. Lorsque la voiture s'arrêta sur cette route, maintenant transformée par le printemps en un couloir de fleurs sauvages, les émotions furent vives. « C'est ici », chuchota Émilie, reconnaissant l'endroit où sa vie avait changé pour toujours, quelques mois plus tôt. Michel avait tout planifié dans les moindres détails. Un élégant auvent avait été installé sous le grand arbre, les protégeant du soleil, tout en offrant une vue sur le champ fleuri. Des coussins colorés et des couvertures douces créaient un espace confortable, parfait pour un après-midi en famille. Les jumeaux, maintenant beaucoup plus actifs, rampaient dans la zone abritée, s'arrêtant de temps en temps pour essayer d'attraper une fleur ou de poursuivre un papillon. Émilie, d'abord silencieuse en reconnaissant l'endroit, s'éclaira bientôt en voyant les jouets et les jeux que Michel avait apportés. « Saviez-vous que c'est ici que j'ai rencontré tonton Mickey pour la première fois ?» expliqua-t-elle à ses frères en essayant de leur apprendre à faire des couronnes de fleurs. J'avais si peur, mais il est apparu, comme dans les contes de fées. Et toi, Michel la serra dans ses bras par derrière. Tu étais la princesse la plus courageuse que j'ai jamais vue. Juliette regardait la scène avec un cœur débordant d'amour et de gratitude. Dans ses bras, Liam jouait avec son collier, le même qui tenait la seule photo qu'elle avait réussi à sauver en fuyant Antoine, une photo d'Émilie bébé. « À quoi penses-tu » demanda Michel en s'asseyant à côté d'elle. « Au miracle » répondit-elle doucement. « Comment, cette nuit terrible où j'ai fui avec les enfants, je pensais que tout était fini, que nous n'aurions jamais la chance d'être heureux. » Elle fit une pause, regardant Émilie essayer d'apprendre à Lucas à souffler sur un pissenlit. « Et maintenant, regarde-nous. » Michel prit sa main libre, la serrant doucement. « Tu sais ce qui est encore plus incroyable? Comment tout s'est aligné. Si je n'avais pas décidé de prendre ce raccourci cette nuit-là, le destin, compléta Juliette. Ou peut-être que l'amour d'une petite sœur pour son grand frère est assez fort pour traverser des décennies de séparation. » Des rires les interrompirent. Émilie avait réussi à faire rire bruyamment les jumeaux en leur soufflant des bulles de savon. « Tonton Mickey !» appela-t-elle en courant vers lui avec une couronne de fleurs de travers, faite avec tout l'amour du monde. « J'ai fait ça pour toi. Maintenant, tu es officiellement le roi de notre famille. » Michel baissa la tête solennellement, permettant à sa nièce de le couronner. Juliette ne put retenir son rire à la vue de son puissant frère PDG portant une couronne de marguerites sauvages. « Non, ma petite, » corrigea-t-il avec un doux sourire. « Il n'y a ni roi ni sujets ici. Nous sommes tous égaux, une famille qui s'aime très fort. » Alors que le soleil commençait sa descente, peignant le ciel de nuances de rose et d'or, la famille Chen se rassembla sur la couverture pour un dernier moment spécial. Les jumeaux, épuisés par leurs aventures, somnolaient dans les bras de leur maman et de leur oncle, tandis qu'Émilie, également endormie, se blottissait entre eux. « Chante notre chanson, tonton Mickey », demanda-t-elle d'une voix somnolente. Et là, au même endroit où, des mois plus tôt, le destin avait réuni une famille brisée, 3 générations de Chen se joignirent dans la même berceuse qui avait voyagé à travers des décennies de séparation. Brille, brille, petite étoile. Michel Chen, contemplant sa famille sous un ciel qui commençait à montrer ses premières étoiles, comprit enfin le vrai sens du succès. Ce n'était pas dans les récompenses qui décoraient dans son bureau, les milliards sur son compte en banque ou les titres de journaux louant ses réalisations commerciales. Le vrai succès était là, dans le sourire endormi d'Émilie, dans le poids confortable de Lucas dans ses bras, dans le regard paisible sur le visage de sa sœur, dans la promesse de milliers de moments comme celui-ci à l'avenir. C'était la certitude que sa famille, autrefois déchirée par le destin, était maintenant complète et plus forte que jamais. « On rentre à la maison » suggéra Juliette alors que la première étoile apparaissait dans le ciel. « Nous sommes déjà à la maison », répondit Michel, la voix remplie d'émotion. « Notre maison, c'est là où nous sommes ensemble. » Émilie, presque endormie, murmura « La meilleure famille du monde ». Et alors qu'ils rangèrent les restes du pique-nique sous le ciel étoilé, Michel sut,
avec une certitude qui venait du plus profond de son âme, que toutes ses réalisations précédentes l'avaient simplement préparé pour ce moment. Chaque défi surmonté, chaque victoire remportée, l'avait conduit ici, à ce champ de fleurs où, une nuit d'hiver, le destin avait conspiré pour réunir une famille brisée. Juliette, installant les jumeaux endormis dans leur poussette, sourit à son frère, un sourire portant des décennies d'amour perdu enfin retrouvées. Émilie, somnolente mais heureuse, tenait une de leurs mains dans chacune des siennes, reliant le passé et le présent, la douleur et la guérison, la séparation et la réunion. « Serons-nous toujours aussi heureux ?» demanda-t-elle avec l'innocence d'une enfant. « Nous serons toujours nous », répondit Michel en lui embrassant le sommet de la tête. Une famille, quoi qu'il arrive, et sous les mêmes étoiles qui avaient autrefois été témoins de tant de nuits de peur et de solitude, la famille Chen marcha ensemble vers son avenir, un avenir aussi brillant que l'étoile de la berceuse qui les avait gardés connectés à travers le temps et la distance.